Donc aujourd'hui, dans la suite des microbes étranges, je vais vous parler d'un microbe qui n'a pas vraiment de nom. Nous, on les appelle les mini-microbes. Dans la littérature, ils sont généralement connus comme étant les candidats de filariation parce que c'était un monde, ça veut dire un phylum, c'est-à-dire une origine inconnue qui est apparue pratiquement avec le XXIe siècle. Donc ces microbes sont des nouveaux mini-microbes, qui sont des mini-microbes, vous allez voir, ils sont plus petits que les autres, un peu moins de la moitié des bactéries qu'on connaissait, sont donc pas visibles ou très mal visibles avec les microscopes optiques habituels qu'on a utilisés jusqu'à maintenant. Donc ça nous a beaucoup aidé de pouvoir avoir des microscopes électroniques. Ça représente au moins un quart de la vie à la surface de la Terre. Donc c'est intéressant d'imaginer qu'il y a un quart de la vie à la surface de la Terre qui était inconnu entièrement jusqu'au XXIe siècle. Donc vous voyez que l'ignorance de toutes les spéculations déductives que l'on peut faire quand on ignore une partie aussi importante, c'est pas fini, de la connaissance, c'est quelque chose qui est, bien sûr, qui doit nous rendre très très modestes et qui, de mon point de vue, rend impossible les déductions que nous faisons. Si vous allez voir comme on en trouve chez l'homme, c'est-à-dire que si vous ignorez la présence de ça, son rôle dans les maladies, son rôle dans les infections chroniques est totalement inconnu, que donc il y a toute une partie et on ne peut pas s'en empêcher. Et puis moins, si on ne fait pas de recherche, ce qui est quand même la plus grande partie des humains, y compris ceux qui théoriquement font de la recherche, ils n'acquièrent pas cette connaissance extraordinaire, si vous voulez, de tout ce monde du XXIe siècle qui est inconnu de 99,99% des gens, y compris de ceux qui font de la recherche. Moi, j'ai eu l'occasion de parler de ça avec un microbiologiste de l'Académie des sciences. Les trois groupes de microbes dont je vais vous parler, puis il y en a un quatrième qui est en train d'arriver, il n'en avait jamais entendu parler. Donc, vous voyez, c'est pas seulement ceux qui font pas de science, c'est ceux qui ont fait de la science et qui se sont arrêtés de s'intéresser à la diversité qu'il y avait autour, ne savent même pas ce que c'est. Donc, c'est très intéressant de voir dans un monde dans lequel la connaissance s'accumule à une telle vitesse, de voir, qui est la raison pour laquelle je fais cette émission, le gouffre qui s'est installé entre ceux qui continuent, qui s'intéressent à ce qui émerge, ce qui se passe, ce qu'on peut découvrir, et puis ceux qui ne l'ont pas fait et qui n'ont pas fait le pas de rentrer dans les mondes nouveaux de la connaissance en microbiologie au XXIe siècle. Donc ces mini-microbes ont un petit génome, relativement petit, pas très petit. Ils ont une taille qui fait de 100 à 500 nanomètres, c'est-à-dire 0,1 à 0,5 microns, donc c'est très petit. Ils ont des signatures moléculaires très particulières, on va voir. C'est pas des bactéries, c'est autre chose, c'est un nouveau monde. D'accord, on va voir ça. Et ils sont strictement associés avec des bactéries. On pensait que on appelait ça des exosymbiontes, ça veut dire des symbiontes qui vivent à l'extérieur des bactéries. Sur cette diapositive qui a quelques mois, je mettais, je ne sais pas si c'est des symbiontes ou si c'est des parasites, et maintenant nous savons que c'est des parasites. C'est-à-dire qu'ils tuent la bactérie qui les nourrit. Ils se nourrissent, ils tuent la bactérie. D'accord ? Et donc vous les voyez représentés, c'est ces petits ronds que vous voyez, et vous voyez sur cette diapositive une bactérie, celles qui ont été les mieux étudiées s'appellent les Chalia, sur lequel est collé la CPR pour pouvoir se nourrir. Et à la fin, elle va le tuer. Donc là, sur la diapositive suivante, vous voyez d'autres mini-microbes que l'on voit, cela extraordinairement, seulement avec des microscopes électroniques. On ne peut pas voir ça avec un microscope ordinaire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles elles sont passées sous le radar, elles n'ont pas été vues jusqu'au XXIe siècle, et elles ont été découvertes par des séquences qui ont montré qu'il y avait des séquences tout à fait bizarres qui constituaient un autre monde. C'est pour ça qu'elles ont été elles ont été appelées candidate filariation, parce qu'elles ont été définies génétiquement avant d'être vues. D'accord ? Et donc vous voyez génétiquement sur cet arbre-là que si vous regardez au niveau maintenant de ce dont je vous parlais, les bactéries, les eucaryotes et les archées, eh bien vous voyez que ce groupe
des CPR que vous voyez en jaune, c'est complètement en dehors. C'est un autre monde. Si vous croyez, ce qui était écrit, qu'il y avait 3 mondes, c'est-à-dire les eucaryotes, les archées et les bactéries, mais vous voyez qu'il y en a un 4e monde qui est là, c'est des mini-microbes qui ressemblent à des bactéries. Leur nom, d'ailleurs, prête à confusion, parce qu'il y en a beaucoup qui s'appellent, les plus communes sont les saccharibactéries. Eh bien, ça représente en réalité un monde à part. Alors, vous dites très bien, ce monde a été décrit, tout ce que vous voyez comme branche a été décrit par les microbiologistes de l'environnement, les microbiologistes de l'environnement sont beaucoup plus créatifs que les microbiologistes humains, parce que dans la nature, il y a tellement de variabilité que les gens qui font de l'écologie microbienne ont aussi l'habitude de cette variabilité, cultiver les bactéries de l'eau de mer, des volcans qui ne poussent que à 80 degrés, d'autres qui... Donc tout ça, eux ont cette habitude, tandis que nous, on cultive les bactéries plutôt à 37 degrés, parce que quand c'est dans l'homme, c'est 37 degrés, et donc on n'a pas la même ouverture de type de culture. Mais ça, sur cette diapo suivante, ce que vous voyez, c'est quelqu'un fait de la séquence sur le plasma humain, c'est-à-dire le liquide humain sans les cellules, et dans ces séquences, ils trouvent des gens qui ne sont pas malades, hein, ils trouvent des microbes très 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 bizarres, qui sont finalement des CPR qu'on trouve dans le plasma. Et c'est le premier rapport, et puis nous, on le trouve, on regarde dans des cultures, des hémocultures de patients malades. Donc il y a des patients qui ont de la fièvre, on leur fait une hémoculture. Dans cette hémoculture, on voit qu'il y a des bactéries. On regarde si en même temps que les bactéries, il y a des CPR, et on trouve des CPR en même temps que les bactéries. D'accord, vous vous rappelez qu'elles sont obligées d'être avec des bactéries. Donc, a priori, il faut que ce soit des gens qui ont des bactéries dans le sang. Et donc, là, vous avez une image, effectivement, de quelqu'un qui avait une infection avec une bactérie, et on avait eu d'abord ça par biologie moléculaire, et puis on voit donc sur un microscope électronique, heureusement on a ces microscopes électroniques qui nous permettent de regarder extrêmement facilement, et donc on voit, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien on voit qu'il y a branché sur cette bactérie, il y a une CPR dans le sang humain. Donc c'est la première fois qu'on voit ça. Le premier au monde à montrer ça dans un tissu humain. Alors les CPR étaient connus. Les premiers qu'ils aient trouvés, c'est les dentistes. Les dentistes ont fait énormément de travaux par biologie moléculaire, parce que le nombre de choses sur lesquelles peuvent travailler les dentistes, c'est relativement limité. Ils travaillent sur les dents. Et donc, ils ont tout fait sur les dents. Donc, c'est très bien. Donc, c'est comme ça que, parmi tous les travaux de génétique qui ont été faits sur les dents, parce qu'il y a des facultés entières de dentistes et qui doivent faire un peu de recherche quand même. Donc, ça a été un des éléments majeurs de la recherche moléculaire des microbes inconnus, ça a été sur les dents, parce que les dentistes, c'était une des choses qu'ils pouvaient faire en utilisant les outils modernes. Et donc, c'était connu dans la bouche, mais nous, on a été les premiers à les montrer dans le tube digestif, dans le vagin, dans le sang, dans le lait, dans les urines, et y compris chez les gens qui avaient des endocardiques, des infections du cœur, sur les valves du cœur, associées à des bactéries à chaque fois. D'accord ? Donc ça ne vient pas tout seul. C'est chez les gens qui ont des infections bactériennes, eh bien, si on regarde, un certain nombre d'entre eux vont avoir des CPR. Comme on voyait ça, c'est les archées, on était les premiers à décrire aussi que les archées étaient présents dans tous les tissus en association avec l'infection, eh bien on a été les premiers au monde à montrer qu'on trouvait ça dans à peu près tous les tissus et les liquides dans lesquels il y avait des bactéries. Et donc, est-ce que ça, on trouve ça aussi dans des situations infectieuses ? On a trouvé ça dans les abcès aussi, et donc on a pu montrer ça dans un abcès du cerveau, par exemple, en association avec des bactéries. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça et avec ces CPR ? C'est compliqué parce que ces CPR sont remplis, quand on analyse génétiquement ces CPR, donc maintenant il y a plusieurs génomes de ces CPR qu'on a publiés, eh bien on se rend compte, si on analyse ça, qu'ils sont porteurs de plein de résistances aux antibiotiques. Déjà, on a pu exprimer un gène de résistance à la pénicilline dedans. On l'a exprimé, il marche. Elles ont dans leur génome de quoi détruire la pénicilline. Elles arrivent à détruire un groupe d'antibiotiques qu'on appelle les aminosides, que d'ailleurs certains ont étudié pour favoriser leur culture,
Et donc peut-être que d'ailleurs cette résistance aux antibiotiques leur permet de protéger pendant un temps leurs cellules, leurs bactéries hôtes, qui ainsi ne peuvent pas être tuées par les antibiotiques, et peut-être que ça explique un certain nombre d'échecs de traitement antibiotique parce que qui ne pouvaient pas être compris avant même de savoir l'existence des CPR, parce qu'elles sécrètent des antibiotiques pendant qu'elles se nourrissent sur la bactérie. Donc les antibiotiques que vous donnez sont plus efficaces, mais ce n'est pas à cause de la bactérie. Vous avez testé la bactérie est sensible, vous donnez les bons antibiotiques, mais s'il y a la CPR qui sécrète de la résistance aux antibiotiques, alors il est possible que ça explique un certain nombre d'échecs d'antibiotiques qu'on ne comprend pas, puisque normalement ça devrait marcher, puisqu'on a testé la bactérie, mais on ne sait pas qu'il y a autre chose. C'est la même chose que pour les archées. Si vous ne savez pas qu'il y a les archées, si vous ne savez pas qu'il y a les CPR, en réalité vous croyez qu'il y a une chose, vous testez contre cette chose-là, mais il y en a plusieurs. Et donc, c'est un élément intéressant. Sur la suivante d'image, vous voyez tous les tissus dans lesquels on a fini par trouver les bactéries associées, les CPR associés, et ce sur quoi on a pu les trouver. Alors, les plus communes, c'est les actinobactéries, mais on peut trouver ça sur plein d'autres bactéries. Et donc, on a, à la suite de ça, eh bien, on a fait, comme on avait fait la première revue au monde sur les archées chez l'homme, on a fait la première revue au monde, qu'on a fait l'année dernière, dans le journal qui publie les meilleures revues, qui s'appelle Clinical Microbiology Review, sur les CPR chez l'homme. D'accord, donc c'est une découverte, c'est entièrement nouveau, c'est ici que ça s'est passé pour l'homme, hein. C'est entièrement nouveau, c'est un monde nouveau. Encore une fois, si vous demandez à la plupart des microbiologistes et à 100% des infectiologues, personne ne sait même ce que c'est. C'est pour ça que de temps en temps, ça m'a intéressé de voir que les gens se prenaient pour des grands scientifiques, et je pense qu'ils ignorent la moitié des microbes que nous connaissons actuellement depuis le 21e siècle, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc c'est très important, ce retard à la connaissance, c'est une chose qui est très importante, et qui rend le dialogue impossible, puisqu'on parle à des gens qui ne savent même pas ce dont vous parlez. Ouais, c'est compliqué. Et donc, vous voyez que là où on en était, eh bien, si on prend sur cette diapositive, on voit l'évolution des choses. Nous, avec la classification qu'on mettait, vous vous souvenez, avec il a un ribosome, il n'a pas de ribosome, il est visible ou il n'est pas visible, et donc vous voyez que les choses sont devenues très compliquées, parce qu'à côté des bactéries et des virus, maintenant on a divisé ce monde du visible en bactéries, archées, eucaryotes. Après, dans le monde du visible, maintenant il y a des virus qui sont visibles, qu'on appelait les mégavirales, mais alors, pour les différencier, il y en a qui ont un ribosome, les autres qui n'ont pas de ribosome. Et puis, dans l'invisible, il y a maintenant des microbes qui ont un ribosome, d'accord ? Les mini-microbes et les nano-archées. Et puis, il y a les virus qui sont invisibles et qui n'ont pas de ribosome. Donc, ça fait, il y a maintenant 4 mondes en prenant juste ces deux outils, c'est-à-dire le microscope optique, microscope électronique d'un côté, et d'autre part la séquence moléculaire, ribosome, non ribosome. Et donc avec ça, eh bien, on arrive à une classification maintenant qui est différente de ce qu'elle était. Alors, maintenant, est-ce que c'est fini ? Ça, c'est une bonne question. Vous voyez qu'on trouve des mini-microbes dans les CPR, les nano-archées. Les nano-archées aussi, hein, je vous ai dit, c'est la première fois que ça a été cultivé chez l'homme, c'est ici, c'est Michel Dancourt qui a fait ça. Donc vous voyez, si vous... là, on était à une situation qu'on a... déjà, on trouvait que la situation était complexe. Elle s'est complexifiée dans le XXIe siècle de manière incroyable, puisque nous, on a trouvé les virus géants, les CPR chez l'homme, les nano-archées chez l'homme. Tout ça, c'est devenu les archées chez l'homme, tout ça, c'est devenu une très grande complexité par rapport à tout ce que moi, j'ai compris, j'ai enseigné pendant des décennies. Hein. Donc, tout ça a changé de manière extraordinairement importante. Mais ça n'arrête pas, et bien sûr, on n'est pas les seuls à travailler. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Les gens avec qui nous, on était en concurrence, moi j'ai été en concurrence jusqu'à un passé récent, je n'ai pas totalement fini, c'est d'une part sur la microbiologie, les gens de l'environnement, et d'autre part les Chinois et le sud-est asiatique, qui eux ont compris l'importance technologique et donc l'approche purement technologique avec un monde, avec une vision beaucoup plus ouverte, puisqu'ils n'ont pas tout ce passé de 100 ans de microbiologie
qui fait croire et qu'on enseigne toujours comme si c'était la vérité, alors que c'est juste le début d'une histoire. On peut pas dire maintenant, on peut pas donner des cours de stratégie en utilisant les guerres d'Hannibal contre les Romains. C'est complètement idiot. Et donc la microbiologie de maintenant, c'est pas celle du 19e, ni même celle du 20e siècle. C'est autre chose. Et donc, si vous avez une nouvelle culture, les nouveaux venus ont une approche beaucoup plus raisonnable que les anciens s'ils ne continuent pas à faire de la science nouvelle. Donc le savoir, une partie du savoir accumulé est contre-productif puisqu'il borne votre capacité à voir l'innovation. Et donc, cette figure que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, maintenant il faut y rajouter une bande de microbes qui sont les Omnitrophoта. Alors, les Omnitrophota, ce sont des bactéries qui sont encore plus petites, qui font moins de 0,3. Font en général 0,2. Et alors le nom rustique c'est Omnitrophota, il y a des gens qui appellent ça des nanobactéries, mais on va voir, ça confond les choses avec d'autres microbes qui avaient été décrits, dont j'en parlais ultérieurement, qui sont eux associés aux calcifications. Et ces Omnitrophota sont aussi un démenti au modèle virtuel. Les gens disaient, au moment où on a commencé à parler des toutes petites bactéries, on disait que quand une bactérie avait 0,2 microns de diamètre, elle ne pouvait pas avoir un génome de bactéries de 1 million de bases ou de 2 millions de bases. Elle, juste parce que, pour le plaisir de dire que les hommes inventent des règles qui n'existent pas dans la nature, par déduction, eh bien, en réalité, elles ont des génomes qui font 1,5 à 2 millions de bases. Et ces Omnitrophota, connus pour l'instant seulement dans l'environnement, donc, c'est bien sûr, on va les chercher chez l'homme, parce que c'est notre nature de faire ça. Mais elles sont au milieu d'un groupe bactérien. Elles sont pas du tout. C'est pas comme les CPR qui représentent un monde entier entièrement inconnu, un continent inconnu. Hein, c'est comme si on découvrait l'Amérique, quoi. Hein, là, elles sont dans une branche de bactéries, et dans cette branche de bactéries, on ne sait pas du tout, et peut-être qu'elles jouent des rôles favorables, parce que elles sont voisines d'une bactérie qui est très à la mode dans le microbiote, ça s'appelle la Akkermansia, qui est une bactérie qui est associée avec la bonne santé, la Akkermansia, d'accord ? Elle est juste à côté, c'est sa voisine, en tout petit, et donc, est-ce que ça, c'est chez l'homme ou pas chez l'homme ? Ça a été trouvé dans l'environnement assez communément, mais vous voyez, on a encore, par rapport à une présentation que j'ai faite, qui était vraiment extraordinairement originale de mon point de vue, qui était tout ce que moi je savais sur la microbiologie il y a 3 mois de ça, eh bien, par rapport à ça, il y a encore quelque chose qui vient de se rajouter. Donc on est dans une période dans laquelle ça devient très très difficile de faire des théories sur les maladies infectieuses et la microbiologie du fait de l'accumulation de connaissances récentes qui est extraordinaire et qui fait qu'il faudra bien ajouter tous ces éléments-là pour avoir une vision qui soit lucide de la microbiologie.